Bonjour, donc voici notre présentation sur les conséquences pour l'Arctique canadien des changements climatiques. Présentation par Anna Kursakova, Simon Lefebvre, Mathieu Paré, Abdel Azim Salami et Evsandra Beremououdougou. Voici le plan de la présentation rapidement. Une introduction suivie des aspects environnementaux, sociaux et économiques, donc à travers lesquels on va explorer et présenter notre analyse, ainsi qu'une section qu'a-t-on appris qui va conclure le travail. Donc, tout d'abord, pour introduire, voici le protocole de Kyoto, qui est issu de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC, créée en 1992. Le protocole a été adopté à Kyoto, au Japon, le 11 décembre 1997, après 2 années de négociations entre les pays signataires de la Convention. Le protocole est entré en fonction le 16 février 2005 et en le ratifiant, les pays se sont engagés à des objectifs individuels légalement contraignants de réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les cas particuliers des États-Unis et du Canada ont fait les manchettes et sont intéressants. Les États-Unis ont signé mais non ratifié le protocole de Kyoto et s'en sont dissociés en 2001. Le Canada, quant à lui, l'a signé et ratifié, mais s'en est soustrait en 2011 afin de ne pas avoir à payer des pénalités de 14 milliards de dollars à la suite de ne pas avoir été en mesure d'atteindre ses objectifs fixés. Donc, les caractéristiques et les avantages du protocole et expliquent un peu ces deux pays, les cas particuliers comme ça qui s'en détachent, sont tout d'abord les exigences différentes tout dépendant du pays, l'adhésion qui est officielle pour être tenue de respecter le protocole, et par la suite la possibilité de s'en dissocier tel qu'on a pu le voir avec le Canada et les États-Unis. Donc tout ça est un peu problématique, mais en même temps le protocole est un processus nécessaire, donc ça fait un petit peu partie des risques l'entourant. Donc, le protocole de Kyoto consiste de 37 pays industrialisés avec des cibles de réduction et de 155 pays en développement non contraints pour un total de 192 pays en faisant partie. Les stratégies de réduction des émissions du protocole sont au nombre de trois. Premièrement, le commerce d'émissions, qui est en fait un marché possible des quotas d'émissions ciblés entre les pays en cas de réduction plus importante de l'un d'eux qui veut les vendre à d'autres. Ensuite, le mécanisme de développement propre, qui est un investissement d'un pays industrialisé pour réduire les gaz à effet de serre d'un pays en développement. Et ça permet de comptabiliser ces réductions au compte du pays industrialisé qui a investi. L'application conjointe est la même chose que le mécanisme de développement propre, mais concerne un investissement d'un pays industrialisé envers un autre pays industrialisé. Si on commence le premier aspect de notre travail d'un point de vue plus environnemental, donc le GIEC est l'organisme, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui est en charge d'évaluer scientifiquement toutes les préoccupations du protocole de Kyoto. Donc, ça a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. La mission du GIEC est très précise et c'est de présenter au monde l'état actuel des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leur incidence potentielle sur l'environnement et la sphère socio-économique. Il y a eu 5 rapports. Le dernier rapport est en date de 2013-2014, c'est le 5e, donc tel que je disais. Les dernières conclusions sont: la science montre à présent, avec 95% de certitude, que depuis le milieu du 20e siècle, l'activité humaine est la cause principale du réchauffement observé. Le réchauffement océanique constitue l'essentiel et représente plus de 90% de l'énergie accumulée entre 71 et 2010. Les résultats observés qui sont pertinents en fait directement en lien avec le réchauffement océanique qui touche notre travail avec l'Arctique et le réchauffement, les glaces, le niveau des mers qui augmente. Donc en gros, la hausse de 0,19 mètres du niveau moyen de la mer de 1901 à 2010 est attribuable principalement à ces facteurs, notamment le réchauffement et la dilatation thermique de la strate océanique de 0 à 700 mètres et la diminution de la masse des calottes glaciaires du Groenland, de l'Arctique et de l'Antarctique de 1979 à 2012. Je laisse maintenant la place à ma collègue Eve Sandra qui va vous expliquer quels sont les impacts environnementaux un petit peu plus en profondeur en s'éloignant du GIEC et en se rapprochant plus de notre travail au concret. Toujours concernant l'aspect environnemental, plusieurs systèmes physiques et biologiques seront touchés. En l'occurrence, sur cette slide, on peut voir à gauche les systèmes qui seront bouleversés, puis à droite, ce sont des exemples qui témoignent de ces changements-là. Par exemple, au niveau des glaciers, on voit qu'il y aura une réduction étendue avec des variabilités par endroit de sa masse et de sa superficie. Puis à droite, par exemple, on a un recul général depuis la fin des années 1800 dans l'ouest du Canada et depuis les années 1920 dans l'Arctique qui témoignent de ces changements-là. Euh, Toujours à gauche, on peut voir ici sur cette slide qu'il y a une répartition de certaines espèces animales qui va changer. Par exemple, on peut constater une augmentation de l'abondance des espèces de poissons d'eau chaude et tempérée par rapport aux espèces d'eau froide. Puis en ce qui concerne l'érosion côtière,
Elle deviendra un problème très croissant sous l'effet de la réduction du couvert glaciaire, de l'élévation du niveau de la mer, de l'augmentation de la fréquence des tempêtes, de l'action des vagues et de l'augmentation des facteurs non climatiques. On peut regarder à droite, la carte qu'on voit nous montre certaines zones qui seront instables dans l'Arctique. On observera ici par exemple les côtes arctiques non solidifiées qui sont représentées en vert et qui contiennent des quantités variables de glace seront sensibles à l'érosion par rapport aux côtes solidifiées qui sont représentées en orange. Les zones en rouge dans lesquelles l'altitude est inférieure à 10 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer seront particulièrement vulnérables. La fonte du pergélisol affaiblira les terres côtières, il le fait déjà, puis ça va les rendre plus vulnérables. On constate aussi que certaines communautés et les installations industrielles dans la zone seront amenées à déménager, tandis que d'autres feront face à des risques accrus ou à des coûts. De plus, de nombreux bâtiments existants, les routes, les oléoducs, les aéroports et les installations industrielles seront susceptibles d'être déstabilisés. À gauche, on peut voir que la carte nous montre certains domaines dans lesquels les bâtiments, les routes, les autres infrastructures seront à risque en raison du dégel du pergélisol d'ici 2050. Des zones à risque englobent les zones de population, des installations de production de gaz naturel, des chemins de fer et une centrale nucléaire. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Anna qui va vous parler des impacts sociaux. Donc les impacts sociaux du réchauffement de l'Arctique concernent les populations de l'Arctique. Il faut dire que la population de l'Arctique totale se lève à peu près à 4 millions. Par contre, au Canada, il s'agit d'une centaine de milliers de personnes. Puis la population autochtone représente à peu près 10% de la population globale, mais au Canada, c'est plus de 50%. Donc c'est quand même une part assez importante. Puis les populations autochtones sont caractérisées par un mode de vie assez traditionnel et qui est très relié aux particularités régionales de l'Arctique et notamment à son climat, ce qui a fait en sorte que leur mode de vie est surtout et avant tout affecté par les changements qui se produisent depuis récemment. Donc, les impacts sociaux sont nombreux. Il y a plusieurs aspects de la vie des communautés autochtones qui sont touchés par le réchauffement. En voici quelques-uns. Par exemple, la culture traditionnelle de chasse et de pêche est maintenant aujourd'hui remise en question par le fait que le réchauffement climatique menace certaines espèces. Donc, il y a moins d'opportunités pour les gens aussi de réaliser leur activité traditionnelle de chasse et de pêche. Et par conséquent, la sécurité alimentaire des gens est aussi questionnée puisque leur nutrition repose très largement sur la diète très traditionnelle, donc des sources d'alimentation qui proviennent de la chasse et de pêche et qui sont maintenant de moins en moins accessibles. De façon plus générale, le réchauffement climatique menace la santé et la sécurité des gens, donc à travers la sécurité alimentaire, mais aussi avec d'autres aspects, par exemple l'augmentation des accidents graves et mortels, puis aussi il y en a d'autres aspects qu'on va aborder un petit peu plus tard. Et aussi également l'aspect qu'on a déjà mentionné, les villages côtiers qui sont maintenant à risque à cause de l'érosion des côtes notamment, donc qui a un impact sur les infrastructures, les bâtiments, mais aussi sur les gens et la société. Et enfin, un aspect assez important qui est aussi très souvent cité dans la littérature, c'est l'aspect culturel et identitaire. Donc, tous les changements que je viens de mentionner, ils ont un impact lourd sur le mode de vie traditionnel des Autochtones, donc sur leur culture et en fin de compte sur leur identité. Ici, sur cette carte, on voit sur l'exemple des Inuits du Canada que les impacts sociaux des changements environnementaux, en fait, ils sont variables selon les régions. On voit par exemple qu'à l'ouest du Canada, près d'Alaska, le principal problème, c'est l'érosion de côtes que j'ai déjà mentionné. Donc, certains villages qui vont devoir être déplacés possiblement dans quelques décennies. Donc, il y a des impacts sociaux, mais aussi des coûts économiques qui y sont associés. Puis, un autre exemple, plus à l'est du Canada, dans la région de Nunavik. Donc, les Inuits ont constaté qu'il y a moins de neige. Donc, il y a un impact sur la qualité de l'eau, mais aussi sur d'autres répercussions en fait sur la santé des populations, par exemple, comme conséquence. Et encore une fois, sur l'exemple des Inuits du Canada, sur ce diagramme, on voit que en fait, les changements environnementaux, ils peuvent entraîner toute une chaîne de conséquences sociales. Donc ici, le changement environnemental est représenté en rouge, les conséquences sociales sont représentées en jaune, et en vert sont représentées les mesures d'adaptation qui sont nécessaires. Donc on voit par exemple que le fait que le météo qui est devenu
plus imprévisibles ces dernières années ont de nombreuses conséquences sur les gens. Par exemple, les déplacements qui deviennent plus dangereux et plus rares font en sorte qu'il y a moins d'opportunités pour la chasse, donc moins de revenus, mais aussi il y a un impact sur la santé des gens. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en vert sont représentées les mesures d'adaptation. Donc, pour un économiste, ça présente un intérêt puisque c'est une façon de voir aussi la situation du point de vue des coûts qui sont engendrés par les impacts sociaux du réchauffement climatique. Et maintenant, sur ce point, je vais passer la parole à mon collègue Abdel qui va aborder la question des impacts sur la santé des populations. Je vais maintenant vous parler du lien qui existe entre le changement climatique et l'écosystème arctique. Et je vais le faire en deux pans, les espèces terrestres et les espèces maritimes. S'agissant des espèces terrestres, on peut dire que le réchauffement et l'accroissement de l'humidité ont une incidence sur l'accessibilité des végétaux, essentiels à plusieurs mammifères terrestres qui font l'objet des récoltes des populations autochtones. Nous allons vous présenter cela à travers le cas du caribou. Le caribou est une espèce traditionnelle et de subsistance essentielle aux peuples autochtones de l'Arctique canadien dont le Gwich'in et les Tlisho ou encore les Inuits et occupe une place importante dans la culture et la spiritualité des différentes collectivités. Certaines hordes de caribous, dans la toundra ou encore dans le Porcupine, ont connu un déclin significatif, au moins en partie attribuable au climat. On associe ce déclin à une difficulté à se procurer la nourriture appropriée, rendue difficilement accessible par la hausse de la chute de neige. En effet, on constate une hausse de leurs dépenses énergétiques parce qu'ils doivent creuser dans une couche de neige plus épaisse pour trouver leur nourriture. Maintenant, je vais aborder la question des espèces marines. L'environnement marin de l'Arctique est composé d'une grande diversité de mammifères qui se sont adaptés au fil des années aux conditions climatiques particulières qu'offre cet écosystème. On peut citer notamment le beluga, le phoque ou encore l'ours blanc, qui font l'objet de chasse des populations autochtones. Nous allons nous concentrer ici sur le cas de l'ours blanc. L'ours blanc est un élément important de l'écosystème arctique, mais il attire aussi chaque année de nombreux visiteurs dans le nord et joue un rôle majeur dans la culture et l'économie de nombreuses collectivités. Des études démontrent que l'amincissement de la couche de neige et l'arrivée hâtive de ruptures printanières des glaces agissent sur le taux de survie des ours. La répartition des ours blancs dépend en partie des conditions de glace qui leur permettent de chasser et de se déplacer de façon efficace. Cette relation est particulièrement prononcée dans les secteurs de glace en mouvement entre les aires d'alimentation et celles de mise, bas et d'élevage. Les changements climatiques obligent donc les ours à parcourir de plus longues distances et à diversifier leur alimentation. Les modifications constatées dans la répartition des animaux par suite du changement climatique ont une incidence sur la sécurité alimentaire. La proportion du régime alimentaire que représentent les récoltes locales est beaucoup plus élevée chez les autochtones que chez les autres résidents. Comme l'a souligné Anna, les habitudes culturelles sont ancrées dans leur écosystème local. La nourriture fait partie de cette identité culturelle. Ils ont donc des difficultés à changer sans que cela n'ait une incidence profonde sur leur société. Ensuite, on parle d'une faible diversité des ressources alimentaires. Cette faible diversité des ressources alimentaires s'explique par un accès des produits du marché frais et abordables très limité. Parce que, en effet, ces collectivités sont isolées. Maintenant, nous arrivons sur le défi de la santé, le défi de la santé dû au changement climatique. Les changements climatiques associés à d'autres facteurs ont des incidences tant directes qu'indirectes sur les populations autochtones. Nous allons vous exposer ces incidences selon qu'elles sont indirectement ou directement liées au changement climatique. Les effets directs du climat sur la santé des habitants nordiques sont surtout liés aux températures et phénomènes météorologiques extrêmes et aux risques naturels. Ainsi, dans ce tableau fait le sommaire des impacts directs possibles sur la santé associée au climat dans les régions nordiques. Et si on prend l'exemple de l'élévation des températures extrêmes, on voit que l'impact, c'est une augmentation de la morbidité et de la morbidité associée à la chaleur et au froid. Maintenant, le défi de la santé sur les impacts directs, un tableau qui récapitule aussi les impacts indirects. Et on peut prendre l'exemple de la transformation de la composition de la neige qui a pour impact une difficulté de construire des abris pour assurer la sécurité des déplacements sur Terre. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Sandra pour la suite de l'exposé. En ce qui concerne l'aspect économique, nous allons commencer à vous parler des ressources naturelles et puis des minerais que contiennent les zones arctiques. En effet, ces zones contiennent des hydrocarbures, du charbon, du pétrole, du gaz et aussi des minerais comme de l'or, de l'uranium ou encore du zinc, du cuivre, du plomb. Et que sur cette carte ici, on peut voir que les figures en jaune représentent de nouveaux gisements qui seront découverts. Puis les figures en vert sont déjà des gisements qui sont actuellement actifs.
Par rapport aux impacts politiques et économiques, on peut voir qu'il y a plusieurs pays qui sont concernés par la région de l'Arctique. Dans notre travail, on va se concentrer principalement sur le Canada, la Russie, les États-Unis et le Groenland, qui est un archipel du pays du Danemark. Mais sinon, tous ces pays qui sont à gauche, dans le fond, sont concernés par la région arctique. Puis on peut voir ici, en rouge par exemple, ça représente la zone la ligne qui est réclamée par la Russie dans l'Arctique. En orange, la ligne qui est représentée par le Canada. Et puis on peut voir ici que la ligne en pointillé bleu est représentée par le passage nord-ouest qui passe par pas mal de ces zones-là que ces différents pays réclament. Là, on peut voir qu'il y a des probabilités de trouver du gaz et du pétrole dans différentes zones de l'Arctique, ce qui pourrait entraîner des potentiels litiges. On pourrait voir ici en rouge, par exemple, un potentiel litige entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, ou encore en orange, un potentiel litige entre le Canada et le Danemark. L'exploitation des ressources naturelles et des minerais que renferment ces zones s'avère intéressante dans la mesure où on parle de plus en plus de l'épuisement des réserves naturelles, qui représente un enjeu considérable dans plusieurs pays du monde. Cela pourrait en effet engendrer des bénéfices considérables. La fonte des glaces qui entraîne la diminution des couches de glace permettrait donc d'avoir accès à des sites de ressources en utilisant les voies maritimes qui nécessiteraient d'être aménagées, l'aménagement de ces sites pouvant entraîner également des coûts non négligeables. En gros, on peut dire que la fonte des glaces va entraîner une opportunité économique intéressante parce qu'elle va permettre la croissance du transport maritime qui va nécessiter de développer des infrastructures adaptées. Tout cela en vue d'obtenir des bénéfices qui proviennent de l'exploitation de ces ressources. Cependant, toutes ces étapes auront également des coûts associés. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Mathieu qui va continuer avec les aspects économiques. Donc, sur cette diapo ici, ce qu'on voit, c'est que l'Arctique, le transport maritime dans l'Arctique, il y a 3 principaux types de transport qui sont le transport de destination, le transport intra-arctique et le transport transarctique. Le transport de destination, c'est quand les bateaux vont en Arctique, font des activités, soit la pêche, soit l'exploitation de ressources naturelles, soit juste des voyages touristiques. Ensuite, ils retournent vers le sud parce qu'on sait tous que l'Arctique, en fait, c'est au nord, donc on descend vers le sud, puis ça représente 80% des voyages en Arctique, c'est des voyages de destination. Ensuite, tout ce qui est le transport intra-arctique, ça se passe dans la région de l'Arctique, comme le mot le dit. Ça relie 2 ou plusieurs points en Arctique, et puis ensuite, ça représente de 15 à 18% du transport en Arctique. Et ensuite, on a le transport transarctique, enfin, qui représente, lui, 2% maximum du transport en Arctique. Et c'est en fait, ce que ça veut dire transarctique, c'est que ça relie le Pacifique et l'Atlantique en passant par l'Arctique. Les 4 principaux intérêts reliés au transport maritime en Arctique sont commerciaux, militaires, scientifiques et touristiques, ce qui sera expliqué un peu plus loin. Les régions circumpolaires, c'est-à-dire qui sont limitrophes à l'Arctique, sont le Canada, États-Unis et le Groenland qui appartient au Danemark. Évidemment, il y en a plus que ça, mais nous, considérant notre sujet d'étude, on a décidé de s'arrêter à ça. Les enjeux sont les nouvelles routes commerciales et militaires, l'augmentation du trafic et les externalités, c'est-à-dire les coûts et bénéfices, qui soient sociaux, environnementaux ou économiques. Les populations autochtones vont être concernées, ainsi que la faune marine et la flore. On peut maintenant changer de diapositive. Donc, les nouvelles routes arctiques sont un enjeu majeur. Les principales routes vont être le passage du nord-est, qui est majoritairement les intérêts européens, russes et asiatiques. Ensuite, on a le passage du nord-ouest, qui est les intérêts canadiens, états-uniens et danois avec le Groenland. Le Northern Sea Route, qui est la NSR, donc la route commerciale majeure qui passe par-dessus la Russie et qui relie en fait beaucoup d'autres routes en Arctique. Nouvellement, il y a aussi le pont arctique qui serait le chemin le plus court pour acheminer l'abondant pétrole russe vers les marchés canadiens et américains selon la SER. Par contre, on n'a pas trouvé de données aussi explicites que pour les 3 précédentes. Donc, vous voyez ici la carte de la NSR. On voit tout de suite ici que ça prend 35 jours en haut, en rouge, en prenant la NSR pour aller de la Norvège à la Chine, tandis que pour la route commerciale standard, ça prendrait 48 jours. Donc, on a une économie de temps de 25%. Avec une économie de temps vient économie d'argent et économie d'échelle. Donc, ça serait une route assez viable commercialement pour les compagnies. Ensuite, comme je viens de le dire, les gains de temps peuvent s'avérer profitables parce que les marchandises soumises à de plus en plus de concurrence doivent afficher des prix peu élevés, puis ça doit toujours arriver plus vite. Les avantages
serait dans le fond une livraison plus rapide, donc un amoindrissement des coûts d'assurance, des salaires d'équipage et de carburant. Le prix du baril de pétrole, évidemment, se répercute sur le coût du transport, ce qui fait en sorte que ça peut varier. Et moins le transport est long, mieux c'est. Les coûts et bénéfices ne sont pas tous économiques, comme je l'avais dit auparavant. Il y a des externalités qui sont plutôt environnementales et sociales. Ici, on voit le tableau qui nous donne les itinéraires. Ici, en fait, on a le canal de Panama, la route de Suez et Cape Horn qui sont les plus longues. Si on emprunte le passage du nord-ouest et du nord-est, on voit que les distances se réduisent assez drastiquement. Ensuite, ici, comme je vais l'expliquer un peu plus loin, chaque bateau qui s'en va dans l'Arctique doit être accompagné d'un brise-glace à cause que là, les glaces ne sont pas tout à fait assez minces. Donc, on a ici les coûts et bénéfices associés au coût des brise-glaces. Comme vous voyez, on va s'intéresser à 274 jours navigables. Fait que vous voyez ici, les profits sont négatifs de 23 à 40 millions. Ensuite, à 50%, on voit qu'à 274 jours navigables, on a toujours des profits négatifs, mais qui sont vraiment moins négatifs qu'auparavant. Et ensuite, la prochaine diapo qui représente 100 brise-glaces accompagnateurs, donc avec la glace amincie, on voit que les profits à 274 jours navigables sont positifs pour tout ce qui est dans le tableau. Ensuite, bon, en jeu stratégique, comme Eve en avait parlé auparavant, moi, je trouvais important de souligner qu'il y a 83 brise-glaces présentement en Arctique, qui est un peu la police des mers, qui ont des enjeux d'hiver. Et on voit ici que la Russie est dominante avec les plus gros brise-glaces. Le Canada, par contre, en a pas encore, mais vu que le PNO est un litige avec les États-Unis, vont en construire de plus en plus. Et puis, ça va augmenter les enjeux dans l'Arctique. Le transport des scientifiques et touristiques se fait par brise-glace, comme je l'avais mentionné. Il faut absolument y aller à 2 bateaux, donc l'augmentation du trafic et des coûts. Les 5 principaux types de touristes sont les touristes de masse, c'est-à-dire les expéditions, les voyages organisés, sportifs, chasse et pêche, naturalistes pour se rapprocher de la nature, aventure pour aller dans l'ouest conquérir pas dans l'ouest, plutôt dans l'Arctique, conquérir les zones inhabitées. Et puis culture, c'est pour se rapprocher des peuples autochtones qui y vivent. Ensuite, ici, on a les scénarios possibles qui pourraient arriver avec plus ou moins de contrôle des gouvernements sur l'Arctique. En haut, on a Arctic Race qui représente, dans le fond, moins de gouvernance, plus d'échanges. Donc, les ressources vont être pillées. Il va y avoir presque un libre accès, donc les ressources vont se manquer plus vite. En Bourgogne, on a plus de contrôle. En vert aussi, tandis qu'en bleu, on a, dans le fond, moins de gouvernance, moins de ressources. Donc, à gauche, on a les aspects un peu plus négatifs et à droite, on a les aspects plus positifs de ce que ça pourrait donner sur le développement de l'Arctique. Donc, à la suite des scénarios possibles en Arctique concernant les changements climatiques, tels qu'expliqués par mon collègue Mathieu, voici donc la section Qu'a-t-on appris qui conclut notre travail, avec les questions qui sont le cœur du travail en question. Qu'avons-nous appris dans les 20 dernières années qui réduit l'incertitude à l'égard des changements climatiques, ses sources, ses conséquences et son incidence? Pour répondre à cette question, je vous invite à voir les résultats à la diapositive numéro 7 sur le 5e rapport du GIEC avec plus de détails. Donc, en gros, le GIEC est parvenu à étudier, verbaliser, communiquer les incertitudes en question afin de bien mettre les causes anthropiques des changements climatiques en perspective au fil de ces 5 rapports d'évaluation scientifique. Par la suite, est-ce que les problèmes d'incertitude qui nuisaient à l'adoption de mesures contre les changements climatiques il y a 20 ans sont résolus? En partie, oui, mais pas tous, et l'évolution très difficile à prévoir de nombreux facteurs, tels qu'économiques, politiques, environnementaux et sociaux, affectant les changements climatiques, favorise le maintien des incertitudes les entourant, sans oublier qu'ils sont amplifiés par les détracteurs du changement climatique, qui sont évidemment contre le protocole de Kyoto. Donc, en mettant tout ça dans la triade du développement durable, on peut en conclure qu'avec la fonte des glaces en Arctique, les impacts environnementaux tels que les érosions côtières, perte d'habitat, inondations, migration d'animaux sont considérables. Les bouleversements pour la société sont non négligeables, notamment l'impact sur la santé causé par le dégel du pergélisol et le déplacement des Autochtones. Les possibilités économiques sont nombreuses avec l'ouverture du passage du Nord-Ouest et l'exploitation potentielle des ressources précédemment non accessibles. Finalement, le gouvernement canadien est déterminé à exercer sa souveraineté. Par ailleurs, il a entrepris certaines activités comme le développement du Grand Nord. Et pour ceux qui s'intéressent, voici les sources pour notre travail. Merci.